Bienvenue à Parlons-en, une émission que nous consacrons aujourd'hui avec Patrice Trappier du Journal du Dimanche au Proche-Orient d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors les sociétés israéliennes et palestiniennes se trouvent-elles dans une impasse? Et si oui, comment peuvent-elles en sortir? En regardant vers le passé ou en se tournant vers l'avenir? En tout cas, quelles sont les cartes de la paix? Pour en parler, François de Rugy, le président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, de retour justement d'un voyage avec des parlementaires écologistes d'Israël et de Palestine. Avec nous aussi Meir Habib, le tout nouveau député UDI de la 8e circonscription des Français d'étranger, une circonscription qui regroupe notamment Israël et les territoires palestiniens. Et puis le géographe Jean-Robert Pitt, président de la Société de géographie, président aussi de l'Académie des vins de France et puis aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques et familier de cette région du monde, de ce berceau peut-être de l'humanité. Alors avant de vous donner la parole, une question, comment sortir de l'impasse, de cette impasse israélo-palestinienne? Réponse en images recueillies dans les couloirs de l'Assemblée par Cécile Claveau. Je ne vois pas d'autre solution que d'appeler à la raison des deux parties, de faire en sorte que les gens se parlent. Les gens se parlent et essayent de se comprendre. C'est pas facile. Le rôle de la communauté internationale est évidemment d'essayer de faciliter ce dialogue le plus possible et d'essayer de mettre des règles. D'abord, il faut être plusieurs pour que ça marche et il faut la volonté de part et d'autre. On n'a pas les meilleurs acteurs des deux côtés. Les intransigeances des deux côtés sont pas là. Mais il y a aussi des questions de justice, de droit, d'accès à l'eau, de répartition des territoires. Plus les Palestiniens dans leur territoire vont se retrouver acculés et asphyxiés par privation de terre, par les provocations de décolonisation accélérées par le gouvernement Netanyahou, plus vous aurez des réactions de radicalité. Il faudrait trouver l'homme capable d'obtenir de part et d'autre des concessions. Eh bien, favoriser les modérés de chaque peuple et éviter cet engrenage. Respecter Israël, mais donner une terre aux Palestiniens. À partir du moment où on reconnaîtra le droit au peuple palestinien d'avoir un État souverain, avec des frontières dans les frontières telles qu'elles avaient été prévues en 1967, eh bien nous créerons les conditions d'une coopération dans la paix avec l'État israélien. Le seul souhait que j'aimerais, c'est que l'Europe parte d'une seule voix sur ce thème-là et que l'Europe soit assise à la table du monde pour régler le conflit israélo-palestinien. Il n'y a qu'une volonté politique de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, de l'ONU, peut-être de la Russie, qui peuvent nous sortir de l'impasse. Je n'ai jamais cru, notamment ces dernières années, que Israël et la Palestine pouvaient s'entendre et négocier. Peut-être reprendre aussi cette idée qui avait été formulée à son époque par Lionel Jospin, qui est la présence d'une force internationale là où le droit international s'est exprimé pour permettre une délimitation claire, reprendre un processus de paix digne de ce nom. Ce conflit, Jean-Robert Pitt, selon vous, c'est un conflit d'abord géographique ou politique? Ou éventuellement les deux, hein. Ou éventuellement les deux. Politique, d'abord, c'est pas contradictoire, oui, c'est ça, éventuellement les deux. Religieux, c'est un conflit au sein d'une famille désunie, puisque ce sont des peuples sémites qui ont pendant très longtemps sur ces territoires vécu ensemble et plutôt en bonne intelligence. Donc il faut retrouver le sens du dialogue. Il y a énormément de modérés qui veulent la paix aussi bien côté palestinien que côté israélien. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Mais le géographe que vous êtes, est-ce qu'il a déjà vu dans les livres d'histoire ou de géographie ou dans le monde d'aujourd'hui des conflits qui ressemblent à celui-là? Non, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a aussi une différence de conception de l'organisation de l'espace. Il faut quand même... j'étais il y a quelques jours dans la plaine de Judée où j'ai traversé des régions agricoles extraordinaires dans ce qui était, quand on regarde les photographies d'avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui était une steppe très rase avec quelques moutons. Donc ce qui a été fait par les Israéliens, c'est-à-dire par des juifs venus d'un peu partout dans le bassin méditerranéen et même au-delà, qui n'avaient aucune tradition agricole. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de tradition agricole chez les juifs depuis 2000 ans, enfin, ou depuis au moins 1600, 1700 ans. Ce qui a été fait là est exceptionnel, et donc je trouve c'est vraiment dommage que les populations arabes ne profitent pas de ce savoir-faire, de la maîtrise de l'eau. Alors bien sûr, on dira, ils prennent l'eau là, ils privent d'eau un certain nombre de gens, mais quand même, il y a une maîtrise de l'environnement qui est quelque chose d'exceptionnel chez un peuple qui n'avait pas cette tradition. Ça, le géographe parle là vraiment. Et vous parliez du vin tout à l'heure. La qualité des vins qu'on produit en Israël, alors que jusqu'à maintenant, c'était
très médiocres jusqu'à ces dernières années. Aujourd'hui, il y a des vins exceptionnels. Mais alors le vin ne sert pas a priori à faire la paix, pour l'instant en tout cas. François de Rugy, donc vous venez aussi vous avez effectué un voyage en Israël et dans les territoires palestiniens. Ça a posé d'ailleurs des problèmes au sein de votre parti, au sein des Verts. Quels enseignements vous avez tirés de ce voyage en Israël et en Palestine? J'en tire surtout l'enseignement que c'est moins simpliste qu'on ne le dit en France. Moi, j'ai toujours regretté qu'en France, il y ait des gens qui veulent un peu importer le conflit et en le simplifiant à l'extrême et en nous sommant, nous, les élus français, de choisir notre camp. Et je pense qu'on ne rend pas service à la cause de la paix, de la bonne entente, de l'existence des deux États. Et lorsque nous disons l'existence des deux États, pour la Palestine, c'est une existence en devenir, parce que ça n'existe pas pour l'instant, mais pour Israël, Israël existe et donc doit être respecté comme État et doit être garanti. Et donc nous étions aussi porteurs de ce message que pour nous, il n'y a aucune raison de ne pas avoir des échanges et du dialogue avec les deux parties. Parce qu'on vous a accusé, il faut préciser les choses, on vous a accusé chez les Verts d'être un peu les traîtres. Parce que vous avez rencontré des Israéliens. Non, je crois qu'il y a des gens qui, malheureusement, étant un peu enfermés dans cette logique camp contre camp, considèrent qu'aller discuter avec les autres, avec ceux dont on ne partage pas forcément tout, c'est déjà se compromettre ou déjà, en effet... Non, au contraire, nous avons rappelé notre position à tous nos interlocuteurs, israéliens et palestiniens, de la même façon. Et puis nous avons essayé de cerner qu'est-ce qui pourrait évoluer. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas forcément revenus beaucoup plus optimistes qu'on était partis, il faut être honnête. Mais moi je crois que par rapport à ce qui a été dit avant, y compris par des députés que vous avez interrogés, oui, la communauté internationale peut faire des choses, mais il faut quand même que les forces politiques des deux côtés prennent sur elles de faire un certain nombre de pas. Meir Habib, alors vous êtes le tout nouveau député de la circonscription qui regroupe Israël, les territoires palestiniens, il y a aussi l'Italie, le Vatican, enfin 7 pays en tout. Il y a un problème de confiance entre les deux peuples ? Manifestement, puisque ça fait 60 ans qu'on essaye de faire la paix, et manifestement les deux peuples n'y sont pas arrivés. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Et je rebondis sur ce que dit mon collègue. Qui sont les voisins aujourd'hui d'Israël ? Il faut qu'en France on le comprenne. C'est pas ni le Liechtenstein, ni la Belgique, ni la Suisse, ni Andorre. C'est le Hamas, c'est la Syrie, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran, c'est l'Égypte dont on voit dans quel extrémisme elle est en train de tomber. Donc la problématique est bien plus complexe. Et lorsqu'on voit un petit peu quelles étaient les alliances, y compris chez nous en France, il y a quelques années, lorsqu'on recevait à bras ouverts, de façon royale, Assad, qui était le même criminel qu'il est aujourd'hui à la droite du président de la République sur les Champs-Élysées, ou Kadhafi à l'Élysée, et ce depuis des années. C'était récurrent de la politique de la France. Donc la France s'est trompée durant toutes ces années. Donc on voit bien que c'est bien plus complexe que ça. Israël est un État minuscule, 25 000 km². Les Israéliens, manifestement, tendent la main. Une partie des Palestiniens veulent réellement faire la paix. Il faut s'asseoir autour d'une table. Ils doivent s'asseoir autour d'une table et essayer de trouver une solution. Mais c'est bien plus complexe. Alors on va essayer de voir les choses un peu plus de manière plus précise au niveau des territoires, de la géographie et de la politique. Le conflit est né avec la création d'Israël. Les Palestiniens parlent d'une catastrophe, la Nakba. Il y a la Shoah pour les Israéliens. Comment on dépasse ces deux moments historiques qui sont encore proches ? On essaye de faire admettre avec des arguments historiques plus qu'évidents que la Shoah existait, ce dont tout le monde n'est pas convaincu de l'autre côté de la frontière et dans les pays voisins. Donc on cesse d'encourager le négationnisme qui est quand même très, très développé. Et ensuite, évidemment qu'il faut se parler quand même. Il y a une tradition chez les musulmans de respecter les gens du livre. Ça veut dire qu'on se parle avec les gens du livre. Et d'une certaine manière, l'Empire ottoman arrivait avec plein d'erreurs et plein de maladresses, mais quand même avait réussi à faire vivre ensemble des communautés de gens du livre très différentes, avec des statuts un peu différents, mais quand même ça marchait. On va célébrer la semaine prochaine à la Société de Géographie le 20 juin, après-midi, c'est ouvert à tous, au cours d'un grand colloque, on va célébrer le 100e anniversaire du Congrès arabe qui s'est tenu donc chez nous, à la Société de Géographie, boulevard Saint-Germain, en 1913, en juin 1913, où tous les délégués des nations arabes de l'Empire ottoman, mais il y avait aussi des juifs et des chrétiens, ont dit
dit nous voulons un peu plus d'autonomie par rapport aux bains, par rapport à l'Empire ottoman. Et ça a été accepté. Malheureusement, est arrivée la Première Guerre mondiale et tous ces gens-là ont été massacrés sur la place des Martyrs à Beyrouth ou à Damas après. Mais il y avait un véritable sens du dialogue qui existait. Il faut retrouver ça. Et le peuple en 20 000 km, dans 20 000 km², 4% du territoire français, c'est possible, c'est crédible. Bien sûr, quand on voit, il suffit de visiter Israël. Je veux dire, c'est un peuple dynamique. Alors il y a des fous, bien sûr. Il y a des allumés complètement. Il y a des colons qui considèrent que tout le Proche-Orient c'est le grand Israël. Mais j'exagère un peu. Mais il y a ça existe. Mais à côté de ça, il y a des gens qui travaillent. Il faut voir les universités israéliennes que je fréquente. J'ai été les visiter presque toutes. Il y a une ardeur au travail, un sens de la recherche objective et approfondie qui est extraordinaire. C'est un bouillon de culture. Et quel dommage que le Proche-Orient ne profite pas de cette énergie qui est en marche en Israël. Donc il faut travailler ensemble. Alors, énergie en Israël, mais il y a aussi des gens qui souffrent, notamment en Palestine, François Drougy, que vous avez rencontré. Oui, on voit bien d'ailleurs le décalage énorme qu'il y a entre le très grand dynamisme économique d'Israël, avec d'ailleurs c'est un cas, je pense, unique au monde, une telle proportion d'immigrés. Par exemple, c'est un pays, c'est sans doute le pays au monde, plus que les États-Unis d'Amérique, par exemple, qui est constitué d'immigrés et ça continue. Certains parlent d'un modèle d'intégration israélienne. Oui, je ne sais pas. Il y a aussi beaucoup d'inégalités. Je pense qu'il faut aussi le dire. Ça, beaucoup d'interlocuteurs nous ont parlé. Puis de l'autre côté, il y a les Palestiniens qui, on le voit, qui pourtant ont quelques points communs. Il y a une diaspora aussi, il y a des soutiens internationaux, mais qui aujourd'hui, sans doute, faute, là il faut bien le dire, de cadres politiques stabilisés, de débouchés, de capacité à commercer avec les voisins, etc., est dans une situation d'extrême pauvreté. Il y a un peu de développement, mais c'est encore extrêmement faible. Et alors, on arrive comment à débloquer la situation ? Là, c'est vrai que sans solution politique, je pense que ce sera quand même compliqué de faire du développement économique. Alors que, sans doute, si dans un premier temps, on arrivait à ces deux États, moi, je suis convaincu, c'est le pari que je fais, qu'assez vite, ces deux États et les deux peuples travailleraient assez vite ensemble et seraient d'une certaine façon imbriqués. Parce que, de fait, ces deux États, de toute façon, seraient imbriqués. On le voit bien. Là, c'est vraiment une question de géographie. Les cartes, regardez les cartes de cette région du monde, c'est vraiment impressionnant. Nous l'avons fait aussi autour de Jérusalem. Impressionnant, c'est-à-dire pourquoi impressionnant ? Parce qu'on voit à quel point c'est imbriqué. À quel point, il y a la question des colonisations qui pose un problème, parce que plus elle continue, d'abord plus c'est mal ressenti par les Palestiniens, mais plus ça complique aussi les choses sur la délimitation future des États. Et en même temps, de toute façon, par exemple, Jérusalem en soi, c'est une imbrication. Et d'ailleurs, plutôt, qui se passe plutôt bien, alors que c'est là où il y a le plus de juifs ultra-orthodoxes, et qu'on a une tradition des lieux saints, etc. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà de ce côté économique ou politique, c'est la question religieuse. Et ça, un certain nombre d'interlocuteurs ont tiré la sonnette d'alarme, plus d'ailleurs du côté israélien, en disant si ça devient un conflit religieux, alors là, ce sera extrêmement difficile de faire des compromis, parce que faire des compromis politiques, c'est possible. Faire des compromis quand c'est une question religieuse, ça devient parce que vous dites aujourd'hui, c'est pas un conflit religieux. Non, je pense qu'à ce stade, ce n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit territorial, mais qui a une dimension, évidemment, historique et religieuse. Mais il y a la Bible ensuite de Jean. Je crains que ce soit l'inverse. Je crains que ce soit l'inverse. Parce que, revenons au niveau historique. L'inverse, c'est-à-dire que je crois qu'il y a justement une question, il y a une religion qui doit accepter une autre. Israël accepte de vivre avec les Palestiniens. Il faut bien comprendre que jusqu'en 1967, il n'y avait pas de territoire. Il y a eu 3 guerres auparavant. Il y avait 0 colonie, 0 territoire. Or, les populations arabes, jusqu'à 1967, refusaient l'existence de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, le drame, c'est le panaramisme arabe et l'islam fondamentaliste fait que on refuse dans cette partie du monde, cette partie qui est occidentalisée, cette partie, ce pays qui a les valeurs de l'Occident, du droit de la femme, de la démocratie, de la liberté des cultes. Et on voit bien ce qui se passe en Égypte, on voit bien ce qui se passe au Liban, on voit bien ce qui se passe en Syrie, etc. C'est bien plus complexe que cela. Israël a tendu la main. Israël a tout proposé et ça a toujours été refusé. Donc il faut quand même revenir aux réalités historiques, de voir que c'est bien plus complexe. Pour faire la paix, il faut être deux. Israël a toujours essayé de faire la paix, et hélas, en face, et je peux vous dire, pour bien connaître le Premier ministre actuel, il est pragmatique, il est prêt à s'asseoir demain, tout de suite, il l'a dit au président Hollande tout récemment à Paris autour d'une table,
pour faire la paix. On sait très bien que quand on s'assoit, il y a deux positions. Il faut s'asseoir autour d'une table et négocier. Oui, mais il ne suffit pas de vouloir s'asseoir autour de la table, il faut vouloir conclure, si je peux me permettre l'expression. Et là, c'est vrai que ça nous a frappé. Aujourd'hui, Israël ne met pas de préconditions, comme ils disent, de préalable, alors que les Palestiniens parfois donnent l'impression de le faire. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a la volonté d'aboutir. Et comme disait François Mitterrand, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais il faut qu'il y ait cette volonté quand même. Et c'est vrai que nous ne sommes pas repartis convaincus que des deux côtés d'ailleurs. On a parfois le sentiment que des deux côtés, on se dit on va peut-être encore attendre un peu. Et moi, je suis convaincu que oui, puis surtout que ça va se dégrader. Ça va attendez, la parole au géographe. Oui, moi, je voudrais dire quand même. Non pas pour vous réconcilier, mais c'est à la fois politique et religieux. Et le problème, c'est que la question religieuse, on ne sépare pas assez dans ces deux entités. Enfin, toutefois, ce sont des entités parce que c'est tellement divers, côté israélien comme côté palestinien. On ne sépare pas assez le politique du religieux. Un des problèmes d'Israël, vous le savez bien, c'est que les religieux sont dispensés de service militaire et ne font pas d'études, sauf des études religieuses, et qu'ils font 10 enfants, et que ça va poser très vite un problème démographique et économique, bien sûr, puisqu'ils ne rapportent pas absolument rien à l'économie israélienne. Et ça crée une vraie césure. Quand on voit, j'étais dans l'avion il y a peu de jours, retour de la Gay Pride de Tel Aviv, et à côté de ça, 50 religieux en chapeau et papillotes dans l'avion, c'est surprenant quand même. Et c'est ça, Israël. Et puis, de côté palestinien, vous avez des gens qui n'étaient pas des fanatiques. À l'origine, ce n'étaient pas des fanatiques religieux. Et vous avez une minorité encore, mais qui pourrait, hélas, devenir une majorité de gens qui font de la religion, ce qui est une vieille tradition de l'islam, mais aussi un peu une tradition du judaïsme et du christianisme naguère. Mais aujourd'hui, on a bien séparé le politique du religieux, qui font de la religion une sorte d'arme politique. Et ça, c'est dramatique, et on ne peut pas faire l'appel en ces conditions. C'est un poison pour la région. C'est un poison pour les deux. Moi, je suis vraiment pour la séparation de la religion et de l'État, mais de manière très forte, comme on a réussi finalement à le faire en France. Je vous approuve, il n'y a plus de guerre religieuse en France. François de Rugy. Oui, moi encore une fois, j'ai écouté quand nous étions sur place ce que nous disaient les interlocuteurs, et c'est vrai que on sait qu'il y a cette poussée islamiste partout dans le monde arabe, d'ailleurs qui montre que le nationalisme arabe, si tant est qu'il ait existé un jour, est mort parce que en réalité ce qui fait plutôt traîner de poudre, c'est ce fondamentalisme religieux qui est une menace. Mais en même temps, les Palestiniens nous ont dit, vous savez, dans la bande de Gaza, c'est pas sûr que s'il y avait des élections aujourd'hui, le Hamas les remporterait parce qu'ils sont au pouvoir, et quand on est confronté au problème, on est plutôt en perte de vitesse. Et peut-être l'inverse en Cisjordanie, paradoxalement. C'est-à-dire que le Fatah, qui est plutôt moins religieux, pour pas dire laïque, perdrait peut-être des plumes parce qu'il est au pouvoir. Mais en Israël, on a à la fois les ultra-orthodoxes qui ont du poids, il y a même on nous dit que dans l'armée, le poids religieux, et en même temps, il y a une poussée aux dernières élections de partis qui veulent et qui vont faire adopter une loi qui va revenir sur cette exemption du service militaire, par exemple, pour les ultra-religieux. Donc tout ça est complexe, bouge, mais quelqu'un nous a dit un peu une course de vitesse, et moi je retiens un peu cette idée. Je voudrais avoir un mot pour les chrétiens d'Orient aujourd'hui. Regardez ce qu'étaient les communautés chrétiennes au Liban, en Irak, dans tous ces pays il y a quelques années où elles sont aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe. Or, ces communautés sont en train de disparaître. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien plus complexe que ça. L'islam fondamentaliste est présent. On l'a bien vu en Égypte. On a critiqué Moubarak. C'est vrai qu'il y avait de la corruption. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'on a gagné au change? En Tunisie. On ne reviendra pas en arrière. Voilà, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est des vraies questions. Ça n'a rien à voir avec le conflit arabe. C'est des questions qu'on doit se poser. Et lorsqu'un pays est minuscule, lorsqu'un pays est entouré comme il est en Israël, ces dirigeants sont obligés de se poser ces questions avant de sortir de certains territoires. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré du Liban. C'est factuel. Ils ont cassé des synagogues, déterré des cimetières pour essayer d'arriver à la paix. Des territoires qui étaient occupés. Des territoires... Le Liban et la bande de Gaza. Des territoires qui étaient sous l'administration israélienne, et dans un effort de paix, pour essayer de faire des concessions. Tous les gouvernements israéliens, globalement, il y a beaucoup moins d'écart qu'on veut bien l'imaginer. Le contexte régional, Patrice. Le contexte régional qui est marqué quand même par un conflit très fort entre sunnites et chiites à l'intérieur du camp arabe. Est-ce que c'est une chance ou une complication pour Israël, cette guerre qui est surtout en Syrie actuellement? C'est jamais une chance de profiter des dissensions. On va aller au-delà d'Israël. C'est une chance où... de quoi, la dissension entre chiites et sunnites?
Pour la paix, on parle d'Israël pour la paix entre Israéliens et C'est un Palestiniens. ridicule total, c'est exactement la même chose. On s'est étripé pendant des siècles en Europe entre catholiques et protestants. Pour quel résultat? Aujourd'hui, bon, l'Europe est catholique, de tradition catholique, de tradition protestante, et aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne fera l'Europe qu'en prenant ces deux aspects de la culture européenne, ces deux facettes. Peut-être qu'il y a des très bons aspects. Alors, on a mal posé dans la le question. sunnisme et des très bons aspects dans le chiisme. Est-ce que ça facilite les négociations entre Israéliens et Palestiniens, ou est-ce que ça les complique? Ça ne peut que les compliquer, à mon avis. Ça ne peut que les compliquer. D'autant plus que, quand on analyse réellement, derrière la religion, il y a toujours des questions politiques qui se posent. Parce que l'islam, encore plus peut-être que le judaïsme, mélange intimement le politique et le religieux. Et l'idéal pour un musulman, c'est d'être gouverné par un commandeur des croyants, qu'on soit sunnite ou chiite. Et ça ne peut que poser des problèmes. Imaginez le pape président de la République française. C'est pas possible, ou le cardinal de Paris. Alors, vous qui revenez d'Israël et de Palestine, donc vous êtes parti avec éventuellement des idées, vous êtes revenu peut-être avec les mêmes, peut-être avec des idées et un état d'esprit qui a évolué. Pourquoi la question israélo-palestinienne ne cesse de s'aggraver? Alors, est-ce qu'elle ne cesse de s'aggraver? Il ne faut pas non plus être 100% négatif. Il y a une situation qui est aujourd'hui, par certains côtés, stabilisée. Pas du tout satisfaisante, mais par certains, y compris du point de vue de la sécurité, parce que moi j'entends tout à fait l'argument de la sécurité d'Israël. On ne peut pas dire qu'on veut que l'État d'Israël existe si on ne garantit pas sa sécurité. Et ça, on sait très bien. Alors les gens qui nous écoutent vont dire qu'il faut aussi penser aux Palestiniens. Mais bien sûr, mais sauf que moi je pense que la paix est un facteur de sécurité. Mais ça, c'est vrai que j'ai bien compris que c'était une idée qui n'était pas 100% partagée, loin de là, en Israël. Non, bien en Israël, parce que les gens se disent, en effet, il y a eu le Liban, il y a eu la bande de Gaza, et ça ne nous a pas forcément apporté un plus en termes de sécurité. En Israël, il y a Shimon Peres qui dit depuis 20 ans, 25 ans, il faut une union des pays de la Méditerranée, une union israélo-palestinienne sur le modèle de ce qui a été fait en Europe. Oui, mais enfin là, on n'en est pas encore là. Je crois que c'est comme ceux qui disent, même chez nous, il ne peut rien avoir, ah mais finalement, pourquoi vouloir faire deux États? On pourrait faire un État binational, laïque, etc. Bon, on n'en est pas là. D'ailleurs, tous nos interlocuteurs ont dit oui, ce serait très bien dans l'absolu, mais enfin, voyez d'ailleurs, vous en Europe, vous n'avez jamais fait un État binational, et les rares qui existent plus ou moins sont quand même en grave crise, comme la Belgique par exemple. Non, je crois qu'il faut vraiment partir des réalités, essayer de les faire évoluer. Il y a les forces internes, il faut qu'elles bougent, et puis il y a aussi quand même la pression internationale qui peut jouer. C'est vrai que l'idéal serait que et les Américains, qui ont quand même un poids par rapport à Israël, et les Européens, qui financent quand même en grande partie l'autorité palestinienne, s'ils pouvaient avancer dans un même mouvement, en non pas chapeautant, supervisant les négociations, mais en les accompagnant, ça serait sans doute du poids. Vous avez des cartes sur l'espoir, enfin, vous étiez pessimiste tout à l'heure, est-ce que vous voyez un espoir possible? Du point de vue de la sécurité, les choses se sont un peu améliorées par rapport à la deuxième intifada. Je reste optimiste parce que je pense aujourd'hui que la condition des Palestiniens s'est nettement améliorée dans les territoires palestiniens, en particulier donc, à Judée et Samarie, par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Et je crois aujourd'hui qu'il faut se parler, il faut s'asseoir autour d'une table et il faut négocier. Il faut se parler directement, la question posée à tous les trois, directement ou par l'intermédiaire de l'Europe, des États-Unis. Rien n'est plus fort à mon avis qu'un dialogue direct. De s'asseoir autour d'une table, il y a 10 minutes entre Ramallah et Jérusalem, de s'asseoir autour d'une table, de voir les sujets qui fâchent, de voir les sujets où on est d'accord et d'avancer. Quel rôle pour la France et l'Europe alors dans ce... D'accompagner. La France, l'Europe, les États-Unis peuvent accompagner, il me semble. Non, je pense que ça fait 40 ans que les États-Unis essayent de jouer ce rôle d'intermédiaire. Ils n'ont pas réussi. Ils essayent, mais ils le veulent ou pas? J'en sais rien. En tout cas, ils n'ont pas réellement simplifié la situation. Moi, je vais dire une chose qui va choquer un certain nombre d'auditeurs, sûrement. J'ai défendu à l'époque, et ça m'a valu beaucoup de critiques, la ligne de séparation. Parce que, au moins... Vous parlez du mur. Du mur. Donc au moins les mères israéliennes peuvent mettre leurs enfants dans le bus le matin pour aller à l'école, elles sont sûres de les retrouver le soir, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et d'une certaine manière, ça désamorce le terrorisme, qui est quand même une des tendances très très minoritaires, certes, mais il suffit d'une bombe dans un bus, ça fait quand même beaucoup de morts. Est-ce qu'il est juste de penser, là aussi la question à tous les trois, de penser que ce conflit, le conflit israélo-palestinien, est la matrice générale des conflits actuels Orient-Occident? Non. Non? Monsieur le géographe? Non, je ne crois pas. C'est une situation... Tout conflit a ses particularités, a ses origines et son histoire. Et on n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité. On a connu bien d'autres conflits, plus meurtriers encore que celui-ci. Mais on n'a jamais connu cette situation. Parce qu'on a des chiffres. Alors, sur justement, au niveau des victimes de ce conflit, en 100 ans, il y a eu à peu près 100 000 morts dans les guerres israélo-arabes.
En un an ou un an et demi, il y a eu 100 000 morts en Syrie. Oui, c'est Dans ça. le silence Oui, oui, mais je pense qu'il faut quand même... Ça. Il y a une force symbolique de ce conflit partout dans le monde qui est instrumentalisée. Car évidemment, le conflit entre l'Inde et le Pakistan ou en Afghanistan n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Mais en revanche, partout dans le monde, et y compris dans notre pays en France, il y a des gens qui se raccrochent à ce conflit pour entretenir une dynamique éventuelle de conflit de civilisation à laquelle moi je ne crois pas du tout et je crois qu'il faut être optimiste. Heureusement, en France, on n'est pas dans un choc dans le monde brutal entre civilisations. Mais ceux qui veulent jouer cette carte-là, évidemment, s'appuient sur le foyer de conflit entre Israël et la Palestine. On arrive à la conclusion. Donc on le disait, 100 ans de conflit, pratiquement 100 ans de conflit. Israël a 65 ans. Les Palestiniens attendent toujours leur État. Alors est-ce que les cartes de la paix sont-elles vraiment plus solides aujourd'hui que les cartes de la guerre, Meir Habib? Moi, je reste malgré tout optimiste. Je partage ce point de vue, oui. Mais ça va être dur. En expliquant ça comment? Parce qu'il existe une cohabitation aujourd'hui, de facto, pour les gens qui... Moi, j'ai mené un mois et demi de campagne, j'étais longuement en Israël. En Israël, il y a une cohabitation qui existe au jour le jour entre Palestiniens et... Il y a surtout chez les Palestiniens, que je connais moins bien, et chez les Israéliens, dans la majorité de la population, une volonté de paix et de dialogue. Optimiste, pessimiste. En tout cas, il y a des cartes, et ça m'a frappé qu'un interlocuteur palestinien et un autre israélien qui a à peu près le même rôle chacun autour de Mahmoud Abbas et de Netanyahou nous ont tenu à peu près le même langage sur le fait justement qu'ils ont des cartes, qu'il faut les abattre. Moi, j'invite chacun maintenant à abattre ces cartes. On ne peut pas indéfiniment garder ces cartes dans la manche en disant un jour je vais les abattre. Il faut maintenant abattre les cartes, y compris, on n'en a pas parlé, par exemple les prisonniers. On sait très bien que c'est un sujet. Il y a eu une libération très importante il y a quelque temps de 1000 prisonniers palestiniens qui étaient tous du Hamas. Bon, là, on sait bien que c'est une des cartes, ça fait partie des différentes cartes qu'il faudra abattre sur la table des négociations. Un point, si vous me permettez, c'est la question de Jérusalem. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 2000 ans. Après qu'il y ait de part et d'autre des négociations, mais globalement, le monde, l'Europe, la France, les Palestiniens doivent accepter que Jérusalem reste la capitale de l'État d'Israël. C'est une capitale chrétienne, n'oublions pas quand même. Donc c'est peut-être que la paix, ça sera aussi autour d'une capitale pour les trois religions monothéistes. Oui. Et en tout cas, une capitale pour les deux États, sans aucun doute. On peut pratiquer ces trois religions à Jérusalem. Merci, c'est la fin de Parlons-en. Une émission qui se termine sur cette note d'optimisme. On verra si vous avez eu tort ou raison dans quelques mois, éventuellement quelques années. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.